Je voulais aussi, peut-être pour compléter, André, dire que tu es fondateur de la revue Études photographiques, et puis aussi que tu as publié un ouvrage, L'image partagée, la photographie numérique, en 2015, qui a fait quand même un petit impact. Et surtout, je voulais parler de ton blog, L'image sociale, qui est un peu une extension publique des séminaires de recherche que tu animes à l'EHESS, qui sont accessibles, hein, c'est vraiment dans cette logique de science vers la société. Donc, n'hésitez pas parce que tu l'alimentes régulièrement, ça colle souvent à l'actualité, comme on va le voir. Et ma première question sera assez générique, c'est essayer de comprendre quel type d'image regardent les jeunes, selon toi, et pourquoi, et comment les accompagner face aux fausses idées, aux fausses informations, aux stéréotypes que ça peut véhiculer. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. Merci, chère Pauline, pour cette invitation. Je suis toujours très heureux d'intervenir dans le cadre des manifestations organisées par le CUNY, qui, je dois le dire, depuis de nombreuses années, est peut-être la dernière organisation à prendre au sérieux la question de l'image et de sa signification. Alors pour les jeunes, bien sûr, mais je ne sais pas si vous êtes passé récemment dans une librairie, ça nous arrive encore. Ceux qui l'ont fait ces dernières années ont peut-être constaté une mutation extrêmement soudaine et assez étonnante. C'est que de nombreuses librairies, y compris de très haute qualité, sont devenues aujourd'hui, sinon majoritairement, en tout cas en grande partie, des librairies de bande dessinée. Et c'est quelque chose qu'on doit saluer parce qu'il y a une production aujourd'hui exceptionnelle de bandes dessinées de très bonne qualité qui ne sont pas seulement, qui ne se limitent pas à la publication jeunesse, mais qui s'adressent aujourd'hui aux adultes. Et globalement, il s'agit d'un travail formidable qu'on n'aurait probablement pas imaginé il y a 20 ans. En tout cas, je peux en parler parce que j'y étais. Et vraiment, ça dépasse tout ce qu'on a pu penser. Ça signifie au moins une chose. Bien sûr, nous parlons aujourd'hui des jeunes, mais quelque part, notre rapport au texte et notre rapport à l'image a tellement changé qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de rajeunir. Donc, ce que je vais dire vaut pour plusieurs générations. Alors, pour essayer de répondre le plus rapidement possible, puisque je suis malheureusement obligé de vous quitter pour des obligations impératives d'élection de commission électorale, les deux points qui me paraissent importants à souligner, parmi tous les autres qui sont développés ici, c'est d'abord de se souvenir que le langage des images, en employant cette métaphore qui n'est pas tout à fait exacte, les images ne sont pas tout à fait un langage, mais disons-le comme ça, est évidemment d'abord, si on pense aux abécédaires, aux livres d'images, aux bandes dessinées, en tout cas celles autrefois qui s'adressaient à l'enfance, les images ont, depuis la fin du XVIIIe siècle, été considérées comme le langage spécifique de l'enfance et comme un langage destiné à apprendre aux enfants, à apprendre beaucoup de choses, y compris à apprendre le texte. L'exemple des abécédaires est très important. Les abécédaires lient l'image et le texte parce que l'image est considérée comme en quelque sorte le langage naturel que les enfants sont capables d'interpréter et qui va les amener progressivement au texte. Donc un vecteur dont l'évidence est justement la qualité. Et donc on voit que, au fond, l'enfance et la jeunesse sont en quelque sorte livrés à l'image. J'ai envie de dire sans armes, sans outils, parce que le principe, c'est que tout le monde peut lire les images sans apprentissage et sans éducation. Ce qui est bien sûr le contraire de la mission par exemple du CUNY. Et voilà, je suis évidemment persuadé du contraire, mais en tout cas, ce que notre histoire culturelle a pris comme base, c'est celle-là. Le deuxième point
qui va m'amener à un constat peut-être plus inquiétant. Et alors, ça fait longtemps que j'essaie d'expliquer quelque chose qui, en tant que chercheur, est pour moi très important. Et en fait, c'est une idée que j'ai beaucoup de mal, je le vois, parce que j'ai essayé de la faire passer, notamment en Tucumanie, et sans succès. Alors, c'est une idée qui doit être un peu obscure. Alors, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Et pour ce faire, je voudrais faire référence à la chercheuse pionnière de l'étude du web, Dana Boyd, qui a été la première à alerter sur un effet très particulier du web, qui est les effets de perte de contexte. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre, c'est-à-dire que le fait que des contenus de nature et de sources très différentes soient en quelque sorte mis à plat par un support un support unique qui les agrège et qui en fait une source unitaire, est évidemment une source d'ambiguïté et de perte d'information sur des effets d'origine qui sont en quelque sorte des effets de signature. Donc ça, le constat de Dana Boyd, qui reste actuel aujourd'hui, vaut pour tous les contenus du web, et bien sûr pour les contenus textuels. On sait que c'est une difficulté. On peut aussi, alors en particulier les chercheurs, les historiens, tous ceux qui travaillent sur ces contenus, on peut tenter, il faut essayer de restituer ces sources et de retrouver ces contextes. C'est souvent possible, ça peut être une expertise. Ce qu'il faut comprendre à propos des images, c'est deux choses. Premièrement, la compréhension des formes visuelles est hyper contextuelle. Notre premier outil pour comprendre l'image lorsque nous en voyons une, c'est d'essayer de deviner d'où elle vient et qui l'a émise. Quel est l'énonciateur du message. Plus encore que pour tous les autres contenus, les signaux flottants des sources visuelles ne peuvent s'interpréter qu'à partir des informations sur les conditions d'énonciation. Je vais vous donner un seul exemple. Il a été cité tout à l'heure par Virginie Sassoon. C'est la très courte vidéo de 30 secondes intitulée Trump-Gaza, qui a été diffusée le 25 février, c'est-à-dire la semaine dernière, par Donald Trump sur son compte Truth Social. Alors, on va voir tout de suite la vidéo et puis on en discute après. Donald's moment to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza, shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Voilà. L'image que je vous ai montrée est celle qui a été enregistrée sur le compte social de Donald Trump. Voilà, je vous ai en même temps donné l'indication de source là. C'est-à-dire, je vous ai donné la preuve de la provenance de cette image. C'est une démonstration assez bluffante des possibilités les plus récentes de l'IA, cette fois-ci sous forme de film composite. Et alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'une production vidéo d'image de synthèse fait réagir à ce point. Donc, bien sûr, sa source et son sujet lui donnent cette importance. Mais voilà, il y a eu cette vidéo a provoqué un scandale mondial, bien sûr, par son sujet sur la Palestine et sur le projet de Donald Trump de vider la Palestine pour en faire une riviera, je reprends son terme. Je n'aurai pas le temps d'analyser, bien sûr, cette vidéo, par ailleurs très intéressante dans ses contenus, et puis aussi dans la démonstration qu'elle fait et les capacités aujourd'hui de l'image générative, puisque là, on a vraiment une très belle démonstration dans les contenus fins des possibilités de ces nouvelles technologies.
Mais ce que je voudrais souligner dans le cadre de la discussion que j'ai engagée sur les effets de contexte, c'est que donc cette vidéo, alors j'insiste sur un point, qui n'est ni vrai ni fausse, il s'agit d'une fiction. C'est un mot qu'on n'a pas encore employé, peut-être qu'on pourra y revenir. Ça, c'est un point important. Les images génératives ne sont pas des documents, ce ne sont pas des photographies, ce ne sont pas des photos, ce sont des images composées, je dirais à la limite comme des peintures ou des dessins des arts graphiques. Donc, ce sont forcément des fictions, c'est leur nature, c'est leur définition. La question ne s'arrête pas là, bien sûr, parce qu'après, une fiction peut être justement différentes choses. Donc, l'élément critique principal qui a déterminé l'accueil de cette vidéo a été le fait que ça a été interprété comme une vidéo de propagande pro-trumpiste, évidemment, puisque c'était Donald Trump qui l'a rediffusée. Et puis on a appris, en fait, il y a quelques jours, grâce au journal Libération, que cette vidéo était en fait une vidéo satirique, qui a été revendiquée quelques jours plus tard par deux auteurs qui sont des très bons designers, spécialistes d'IA. En effet, pour faire cette vidéo, il faut assez bien connaître les techniques, et ce n'est le dernier état. Et donc, vous voyez, entre propagande et satire, c'est toujours de la fiction, mais ça n'est quand même pas tout à fait la même interprétation. Et là, l'élément essentiel de l'interprétation vient effectivement de l'identification de la source. Est-ce qu'il s'agit d'un militant, d'un fan de Donald Trump, ou au contraire d'un critique, et ça change complètement l'interprétation de la vidéo. Ce que vous avez vu, selon que c'est une émanation militante en faveur de Trump ou de quelqu'un qui exprime sa critique de ce rêve, voilà, en effet délirant de la Riviera Gaza, donc voilà, change uniquement à partir de ce vecteur. Donc le point qui m'importe ici, c'est de comprendre à quel point la variable contexte nous sert effectivement à comprendre les images sans rien changer à l'intérieur des signaux qui sont diffusés et qui relèvent donc effectivement de la sémiologie. Je vais prendre un dernier exemple. Je vais reprendre une citation célèbre de Godard que vous connaissez sûrement, qui est « Quand on va au cinéma, on lève la tête, et quand on regarde la télévision, on la baisse ». Alors, cette citation me pose toujours un petit problème par l'espèce de mépris de classe qu'elle insinue en direction des arts populaires, mais elle est très juste et très intéressante dans ce qu'elle décrit, non pas du contenu de l'image, mais de ce qu'un effet de contexte, c'est-à-dire en effet, voilà, sur quel type d'écran vous regardez un contenu, ça va conditionner votre lecture et ça va donc en changer la signification. Une image ne prend sens que par la façon que nous avons de la regarder. Lever la tête ou la baisser est effectivement un contexte qui change la signification que nous attribuons aux images. Regardez Colombo sur un petit écran transmet l'information qu'on observe, un divertissement grand public réalisé de manière industrielle, sans valeur esthétique, mais qui présente une forte valeur d'identification des valeurs, des codes sociaux, des comportements ou des costumes d'une époque. Toujours très intéressant. Bref, un contexte, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le mot contexte est un mauvais mot, mais un mot très, très peu signifiant. Mais en réalité, un contexte, c'est une éditorialisation. C'est comme une éditorialisation. C'est-à-dire, c'est une énonciation située par l'ensemble de ces facteurs, par l'ensemble des facteurs de la construction de la signification, l'émetteur, le message, le code, le récepteur, tous ces éléments, qui sont des éléments connus de la théorie de la communication, voilà, situent et nous aident à comprendre les contenus, surtout ceux qui n'ont pas de sens assigné. N'oublions jamais que dans le cas des images, nous n'avons pas affaire à des signes comme ceux du langage, des lettres, des mots, des phrases, qu'il suffit de décoder par l'emploi d'un dictionnaire. Il n'y a pas de sens assigné à ce que je peux voir dans une image. Ce sens est flottant jusqu'au moment où je l'assigne par un ensemble d'éléments de contexte. C'est la particularité des images, et c'est la particularité qui a servi à en faire un langage de l'enfance,
c'est-à-dire leur interprétabilité apparemment naturelle, comme celle du monde qui nous environne. Cette théorie-là des images, elle est devenue extrêmement vivante à partir du moment où les images optiques, la photographie, le cinéma et la vidéo sont venus remplacer les arts graphiques en produisant des images qui avaient l'air si authentiques et si vraies que c'était comme d'ouvrir la fenêtre sur le monde réel. Tout ça sont des croyances, des théories que par ailleurs je critique. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on laisse, pas seulement les jeunes, pas seulement les enfants, mais tout le monde, toute la population, face à ces contenus sans crier gare et sans la moindre indication susceptible de l'aider. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que la perte du contexte est beaucoup plus grave pour les images que pour les autres contenus. Parce que non seulement nous ne conservons pas d'archives des contextes passés, c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est un contexte d'usage d'une image du cinéma du début du XXe siècle? Vous voyez, je vais vous donner un exemple. On a aujourd'hui un phénomène qui est devenu universel de colorisation et de sonorisation des archives du film, du premier cinéma, donc du cinéma noir et blanc et muet des 25 premières années du cinéma du XXe siècle. Et donc ça, c'est même dans les documentaires aujourd'hui, vous avez des documentaires sur la Première Guerre mondiale qui utilisent des images d'archives, donc de véritables documents cinématographiques des années 14-18, mais on va rajouter de la couleur et du son parce qu'on se dit en particulier que pour les plus jeunes, voilà, les images noir et blanc, ça les intéresse plus, ça les déroute, ça fait plus partie de leur culture. Et donc on fait cette opération de bonne foi pour les intéresser à ces documents anciens. Mais évidemment, en faisant ça, on efface l'historicité de ces documents au nom de leur lisibilité, et donc on fait quelque chose qui crée une perte de contexte et une perte si vous voulez, d'information, d'identification de ces contenus. Parce que quand vous projetez un contenu tel qu'il est, vous le donnez à voir dans les conditions qui ont été celles de sa réalisation, mettons en 1914, et donc l'idée c'est que en faisant ça, vous allez apprendre à ces spectateurs qu'est-ce que c'est un contenu de 1914. Alors en 1914, il n'y a pas de son. Voilà. Donc chaque fois que vous voyez un film d'archives qui vous montre une diligence qui passe avec des chevaux qui font clipé-clop, c'est quelqu'un qui est en train de taper de notre cours l'une contre l'autre. C'est pas possible. En 1914, il n'y a pas de micro. Donc, il n'y a pas de son. Et c'est ça la nature de l'image. Et si on comprend... Bon, donc je pourrais vous donner 200 exemples de ça entre 1914 et aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'on change de contexte, que ce soit la publication d'une image dans un magazine, que ce soit n'importe quel... Un musée est un contexte aussi qui décontextualise les contenus. Bref. Donc, faisons attention aux contextualisations. Si on perd cette information, on perd ce qui relie cette image à sa temporalité, c'est-à-dire à une information qui est celle qui justement doit nous permettre de l'interpréter. Alors aujourd'hui, je vous ai montré la séquence Tron-IA. En fait, avec l'IA, on assiste à une phase encore plus terrible d'effacement des informations de contextualisation, parce que, bien sûr, que les IA, par la synthèse et le traitement statistique, traduit en quelque sorte toutes les versions existantes de l'image dans un idiome neutralisé et remis au goût du jour. Donc, comme d'ailleurs les nouvelles générations, l'IA a perdu la mémoire des contextes et nous la fait perdre. Et surtout rend impossible de la retrouver. Parce que les contenus produits par IA n'ont pas de source. Vous ne pouvez pas refaire le chemin à l'envers à travers la boîte noire logicielle dont le contenu résulte. Et donc,
On ne peut jamais remonter à la source des IA, et la puissance même d'adaptation de ces outils laisse craindre un nettoyage contextuel généralisé. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première intervention. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette démonstration de l'importance du contexte. Du coup, je vais m'adresser vers Mathilde Salvé. Vous êtes journaliste, mais aussi engagée dans la représentation des femmes dans le monde du numérique. Et on a pensé à vous parce que voilà, c'est surtout ce pendant numérique. On voulait savoir quel était votre point de vue. On sait que les jeunes ont une vraie expertise aujourd'hui. Ils savent retoucher les images avec les logiciels, donc ils savent créer du contenu. Mais ils n'ont pas toujours conscience, s'ils savent fabriquer, ils ne savent pas toujours recevoir ces images qui ont été fabriquées. Je voulais savoir avec les outils, parce que vous êtes aussi engagé soucieux des questions de l'UNI, vous proposez des outils. Avec les outils que vous proposez, comment on peut accompagner justement ces jeunes qui créent du contenu, mais qui aussi en ressortent et ne sont pas toujours très alertes par rapport à ces effets de contextualisation, d'hybridité des images, etc. Sur la question de l'expertise des jeunes sur les outils numériques, déjà, je dirais que c'est pas uniforme. Que selon les milieux sociaux, selon l'accès aux outils numériques, etc., ils n'auront pas tous justement la même maîtrise des outils numériques, que ce soit sur leur smartphone ou sur leurs ordinateurs. Donc potentiellement, certains sont effectivement très très forts en montage, en usage de filtres et compagnie pour faire des vidéos très efficaces, mais d'autres seront très très loin de tout ça, et il ne faut pas oublier ce point-là aussi. Autrement, parce que la population jeune, les jeunes font aussi partie des populations touchées par les dominances du numérique. Donc déjà, ça c'est juste une première idée qui me semble importante. Et ensuite, sur les questions de comment les aider sur la réception des images, exactement comme tout ce qu'il vient d'être dit, je pense qu'il faut les aider et qu'il faut qu'on parle toutes et tous de manière régulière des questions d'éditorialisation du contenu qu'on voit en ligne. C'est une thématique que je connais très bien en tant que journaliste. Dans le monde des médias, l'éditorialisation, c'est un sujet du quotidien, mais en fait, dans le monde numérique, c'est aussi devenu un sujet du quotidien pour absolument la totalité des internautes. Et donc, ça veut dire derrière essayer de rendre plus visibles les mécanismes de sélection, de hiérarchie, de tri des images, des textes que ces jeunes reçoivent. Donc à la fois mettre l'accent sur par exemple les algorithmes qui participent au tri, mais souligner aussi que les logiques de modération qui existent ou non jouent aussi sur le type de contenu qu'ils vont voir. Par exemple, je travaille beaucoup sur les questions de genre et d'inégalité, sur tout ce qui est éducation à la sexualité, connaissance du corps. C'est devenu extrêmement difficile, par exemple, d'accéder à l'information, alors qu'il y a 10-15 ans, moi, ma génération, quand j'étais adolescente, on a quand même beaucoup utilisé et beaucoup profité de tous les blogs qui existaient à l'époque. Ça a participé d'ailleurs à faire monter une partie du mouvement féministe de l'époque, de cette génération, de MeToo et compagnie. Aujourd'hui, sur Instagram, une Maya Mazoretz, qui est journaliste plutôt en vue sur les questions de sexualité dans pas mal de médias, a dit très récemment dans un talk show sur Twitch que moi je poste plus rien sur Instagram, parce que sinon mon compte se fait suspendre. Il faut aussi donner à voir les mécanismes d'effacement et les mécanismes de mise en avant. Alors les mécanismes de mise en avant, surtout vu l'actualité, moi ce qui m'intéresse beaucoup, et je me demande comment en parler avec les plus jeunes, mais aussi avec les plus vieux, je pense que les techniques de manipulation d'informations ne sont pas encore assez connues du grand public. Donc par exemple, le fait de... ça n'a même pas été suffisamment connu des journalistes pendant trop longtemps, je pense. Donc si les groupes bien organisés, parfois il suffit d'une poignée de personnes, décident de faire monter en tendance, c'est ce qu'on disait à l'époque de Twitter, mais enfin, de faire monter dans les contenus les plus vus quelque chose qui les intéresse sur un sujet qui les intéresse. Par exemple, pour ne pas donner d'exemple concret, des critiques de l'aide européenne apportée à l'Ukraine.
Et ben, si les gens n'ont pas l'esprit critique, ne savent pas que ça peut aussi être le produit de la manipulation, le fait qu'on en entende tout le temps parler, alors ils auront du mal à se dire que en fait, peut-être que ça fait partie des campagnes de désinformation qui sont actuellement en cours dans le paysage informationnel européen. Voilà. Donc essayer de montrer ce qui est parfois surexposé et montrer aussi, cultiver l'esprit critique sur aussi ce qui disparaît à cause notamment des espaces dans lesquels on consomme ces informations. Et puis après, pour en remettre une petite couche sur la question de genre, selon qu'on soit un internaute plutôt détectable comme très féminine ou très masculin par toutes les plateformes qu'on utilise, on va être plus ou moins exposé à un autre ou un type ou un autre de contenu. Les chiffres du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, sont très parlants sur ces questions-là. Les jeunes garçons sont plus ciblés par tous les contenus à tendance masculiniste, donc qui peuvent, dans le pire des cas, aller jusqu'à des logiques quand même extrémistes, enfin, des logiques politiques graves et inquiétantes. À l'inverse, les jeunes filles, elles vont être beaucoup plus facilement ciblées par des contenus qui vont aller les toucher directement à leur santé mentale, que ce soit par exemple par la promotion, ça existait à une époque, mais maintenant ça a baissé, donc c'est encore pire, des contenus pro-ANA ou des choses comme ça, comment ça s'appelle la maladie de l'anorexie mentale, voilà. Donc en faveur de l'anorexie mentale, donc ça participe à renforcer les problématiques. Et je ne sais pas si vous avez compris le propos de l'idée. Merci beaucoup. Comme vous avez abordé la question de la maladie mentale et de la santé mentale, je me tourne donc vers vous, Arnaud Sina, qui est, je le rappelle, psychologue clinicien, psychothérapeute spécialisé auprès des adolescents. Je voulais aussi souligner, parce que ça n'a pas été dit, vous êtes membre à l'association ED, association de recherche clinique dans le domaine de l'adolescence et de la psychanalyse, et membre de l'Institut du virtuel Seine-Ouest, qui a pour but de favoriser le débat scientifique, voilà, avec l'arrivée du virtuel, et j'imagine beaucoup aussi de l'image générative. Donc la question que je voulais vous poser, c'est quel est l'impact des images notamment violentes, crues, chocs, sidérantes sur la santé mentale des adolescents que vous rencontrez chaque jour, et qu'est-ce que vous mettez et quand est-ce que l'image peut au contraire aider à une thérapie, accompagner à une parole vers un mieux-être. Merci pour cette question en dialectique qui va aider, puisque j'aimerais vous parler justement des situations que j'ai au quotidien, et notamment le jeudi, qui est un jour où je suis normalement à l'hôpital. L'hôpital où c'est pas toujours facile de travailler à l'heure actuelle, et d'autant plus difficile que vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on appelle les jeunes, en tout cas les adolescents, sont en grande souffrance à l'heure actuelle, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Sans doute que le Covid et la question géopolitique a une incidence aussi sur la façon d'habiter ce lien. Je précise juste au passage que je suis aussi, pour faire du lien avec ce que vous disiez, l'idée qui vous a échappé. Mon souvenir, c'est sur la question de cyberviolence. C'était juste rajouter que donc les jeunes sont très exposés aux cyberviolences, je suppose que vous allez nous en parler, et ils ne sont pas exposés de la même manière selon leur genre. Les filles sont victimes de beaucoup plus de sexualisation, donc typiquement avec l'IA, les questions de deepfake pornographique, ça touche ultra majoritairement les jeunes filles. Mais il y a aussi toute une émotion d'éducation à faire plutôt du côté des garçons, notamment dans les books où ils s'échangent les images de revenge porn, comme on dit. Donc, c'est mieux de dire diffusion d'images intimes non consenties par les personnes concernées. Parce que dans ces boucles-là, ce que j'ai constaté surtout avec des chercheurs, des scientifiques, des médecins sur le terrain, etc., c'est que pour les jeunes garçons, c'est comme échanger des cartes Pokémon en fait. Donc il y a une notion d'objectif, enfin c'est vraiment une citation qui m'a été donnée par plusieurs personnes différentes. Il y a une notion d'objectification par le biais de ces images qui est très forte et sur laquelle je crois qu'on peut faire quelque chose en tant que société en termes d'éducation, quoi. Je pense que c'est important ce que vous dites. Alors, on digresse un peu, on s'autorise, et puis je reviens après. Avec la région centre, on a justement fait un travail avec l'association notamment Stop les chiens. Sur ces questions-là, et on a créé un outil qui était dédié surtout pour les lycéens et les étudiants, qui s'appelle Cyber Repère. Donc,
justement qui explique ces questions-là, et on a voulu travailler sur le fond, la forme, et aussi les éléments de langage, pour sortir justement des enjeux, on va dire, de gens, d'a priori vraiment problématiques. On a travaillé là-dessus, et on fait tous les ans une tournée qui s'appelle Place du numérique, où vraiment c'est un vrai sujet, donc il y a cette association qui est présente pour qu'on y réfléchisse tous ensemble. Et j'adhère complètement à ce que vous dites. Je pensais, en vous écoutant d'ailleurs, au témoignage de deux personnes. Je pensais à Selena Gomez qui avait témoigné, et surtout à Millie Bobby Brown, qui a fait une vidéo récemment pour dire mais on m'agresse parce que je grandis. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est assez intéressant parce que je ne sais pas si elle lit un texte, mais elle le dit de manière assez. Voilà, c'est quand même assez lourd. Elle explique qu'on lui en veut parce qu'en fait elle a changé, elle devient une femme, elle est une femme, et c'est pas possible. Il a fallu qu'elle reste tout le temps comme dans Stranger Things, et ça c'est insupportable. Et donc ça c'est quelque chose que nous on constate vraiment très souvent. Alors je ne veux pas plomber l'ambiance, mais nous à l'hôpital, les adolescents que l'on reçoit sont pour une très large part victimes de formes de violence, d'agression, pour ne pas dire régulièrement aussi de viol, banalisé aussi régulièrement. Et ça commence souvent dans la réalité, ça se prolonge dans les espaces virtuels. Vous connaissez les enjeux du cyberharcèlement, c'est cette espèce de déterritorialisation, cette continuation, cette continuité finalement de l'agression en permanence qui n'est pas dédiée à un seul lieu, mais qui du coup est absolument partout, tout le temps, et qui est très problématique. C'est effectivement quelque chose que l'on constate en majorité chez les jeunes filles, et qui d'ailleurs, quand on discute avec elles, qui est particulièrement banalisée. Souvent, la consultation sur un motif caractéristique de la dépression à l'adolescence fait que nous on pose certaines questions, toujours avec tact et attention en cas d'intervient, mais parfois elles prennent conscience de ce qu'elles vivent parce qu'on y est attentif. Par rapport à votre question, il y a vraiment quelque chose qui est très particulier, on a peut-être commencé à le dire, notamment au préambule de cette journée sur la question des images et la monde d'images. Alors, je voudrais juste préciser, vous savez, les psys, alors surtout ceux qui se réfèrent à la psychanalyse, je suis clinicien avant tout. Vous savez que pour nous, le premier monde d'image, ça va être celui du rêve. L'image, elle est constitutive du psychisme, et surtout chez l'enfant et chez l'adolescent. Sauf qu'à l'adolescence, c'est pas du tout la même chose, il se passe quelque chose de nouveau. Quelque chose, alors si on essaie d'essentialiser, c'est le moment, en fait, si vous voulez, d'émergence d'un certain nombre d'énigmes, l'adolescence. On va dire qu'il y en a, admettons, 4 qui sont fondamentales, et je vais essayer de les lier avec la pratique que je fais à l'hôpital, ces énigmes-là. La première, vous savez très bien, pour ceux qui se rappellent à cette époque avec Doc Eddie Fool, ton corps change. C'est la transformation corporelle. C'est la première énigme de l'adolescence, c'est résoudre cette question-là. Ton corps change, n'est pas sale. Voilà. Et c'est un vrai enjeu. Et à chaque fois, faites le lien avec les espaces numériques. Le corps, ça c'est la théorisation d'Angélique Gozlan, explique qu'à l'adolescence c'est très compliqué, et en fait les espaces numériques qui permettent d'investir un autre lieu, un autre espace, une espèce encore une fois de déterritorialisation, d'investissement d'un autre espace potentiel dans lequel on peut projeter quelque chose à l'aune d'un corps que l'on ne reconnaît plus. Le corps qui est quelque part un vaisseau qui nous conduit, qui conduit l'adolescent, qui le fait quitter le continent infantile pour aller vers celui de l'adultité. Et donc c'est le corps qui change, et donc avec de nouvelles potentialités qui sont assez singulières. Et donc cette potentialité, elle confronte cette deuxième énigme qui est fondamentale, c'est l'autre et le sexuel. Bien entendu qu'un adolescent, et en particulier une adolescente, n'est pas vécu de la même manière, dans le regard notamment, parce qu'elle est en train de changer, et parce que nous les psy on appelle les attributs secondaires, la poitrine, les hanches, les fesses, se manifestent et font que d'ailleurs elles sont perçues, vécues, souvent à un endroit où elles ne sont pas prêtes du tout, parce que ça ne faut pas à arriver. Et en ce sens, je voudrais faire le lien entre les espaces notamment urbains, c'est-à-dire que les villes sont pensées, ou ont été pensées par les hommes et les hommes. C'est Michel Rousseau, qui est un ancien directeur de l'université, qui faisait déjà quelque chose aussi de ces questions-là. La troisième énigme, vous la connaissez par cœur, c'est d'où viens-je, dans quelle étagère, c'est l'origine et la transmission. Ce qui est fondamental à l'adolescence, c'est cette question-là. C'est aussi de savoir, finalement, qui sont finalement mes ancêtres, d'où est-ce que je viens, mais moi aussi, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre de cette affaire-là pour le temps qu'il me reste. Dernière énigme de l'adolescence, c'est la mort. C'est très heideggerien, vous savez. Le Dasein, c'est celui qui prend conscience non pas de la mort, mais de sa propre finitude. Et le souci à l'adolescence, c'est la sorge, chez Heidegger, c'est vraiment ces questions-là. Ces 4 dimensions, transformation corporelle, l'autre et le sexuel, origine et transformation, et la mort, sont 4 énigmes qu'on rencontre particulièrement dans les espaces culturels, souvent prolongés dans les mondes numériques, que sont par exemple
les jeux vidéo, la bande dessinée et les mangas. Et si vous me permettez un peu, petite subversion, peut-être vous aurez entendu, potentiellement en tant qu'éducateur ou parent que je suis par ailleurs d'adolescent. Ce qu'on entend souvent dans la fonction éducative, adulte, parental, c'est « arrête de jouer, va faire des devoirs ». Ça vous fait... Tiens, il y en a qui sont concernés. Voilà. Mais si on réfléchit, est-ce qu'on peut travailler si on ne sait pas jouer? Qu'est-ce que c'est que travailler? Qu'est-ce que c'est que jouer? Qu'est-ce que c'est que faire ses devoirs? Le jeu, et en particulier le jeu vidéo, il permet de traverser des questions que je vous abordais tout à l'heure, qui sont bien entendu aux prises avec l'image, mais aussi l'image, je dirais, inconsciente, de la subjectivité aussi de ces adolescents qui sont vraiment dans une forme de fragilité tout à fait singulière dans ce moment de passage-là. Et je le dis comme ça, mais les adolescents, ce sont un peu les attachants. Hein. Et dans le temps de la puberté, on oublie ça, parce que quand on s'écoute des fois entre jeunes vieux, vieux jeunes, je sais pas, moi je suis à la cinquantaine, vous choisissez. Moi je suis jeune, mais... on dit que l'adolescence, c'est la meilleure période de l'existence. Alors moi, les boutons, les fringues, voilà, je suis d'accord. Non, mais il y a quelque chose de très romantique hein, chez les adultes. On oublie que le pubertaire se tombe le corps, il change. Il ne change pas vraiment. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose, mais à l'extérieur, ça ne se manifeste pas. Ces garçons qui ne grandissent pas, qui sont encore petits. Ces filles qui, d'un seul coup, encore une fois, ont ces manifestations secondaires, justement, de ce qu'on va interpréter du côté de la féminité. Eh bien, c'est douloureux, ce moment-là. Et ce moment-là, il s'exprime différemment chez le garçon et chez la fille. Chez la fille qui va être très sensible à la question du regard, et le garçon va être très sensible à la question de la voix, qui change, c'est la vue. Tous ces moments-là, toutes ces phases-là du pubertaire, allez, de 11 à 14 ans à peu près, sont des moments de changement, de maturation fondamentale, mais aussi de maturation neurocognitive, psycho-affective et sociale. Et nous, on sait, les psys, que c'est pas du tout la même chose quand on reçoit un enfant qui est encore dans le continent infantile, qui se vit, qui se regarde dans le continent infantile, quand on reçoit quelqu'un qui est un adolescent dans le pubertaire, qui se vit dans l'entre-deux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà commencé à faire cette migration, et il regarde derrière, ou pour certains ou certaines, qui regardent très loin devant. Et quand on reçoit ceux qui ont plutôt 15, 16 ou 17 ans, qui eux sont dans ce moment d'appropriation de ce qui leur arrive, et c'est le moment, pour le dire comme ça, très rimbaldien du « je est un autre », d'une certaine réflexion avec sa propre altérité, et donc de ce moment où on va pouvoir penser ses pensées. Donc nous, dans la psychothérapie, c'est pas du tout la même chose. Par contre, ils peuvent tous regarder One Piece, ils vont tous jouer à Fortnite, ou que sais-je, etc., etc. Mais c'est pas du tout au même endroit qu'ils vont être, le même rapport qu'ils auront avec eux-mêmes, la symbolisation, etc., etc., etc. Moi, dans mon travail à l'hôpital, quand je dis moi, c'est nous, en fait. C'est nous dans notre service, qui est un service qui est dédié exclusivement aux adolescents, un service hospitalier, on a très peu en France. Un dispositif qui désormais a la chance d'être assez étoffé, puisqu'on a des consultations ambulatoires, bien sûr rendez-vous, avec des psys, des infirmiers, des pédopsies. Voilà. On a l'activité des groupades, l'accueil de groupes pour faire des médiations à partir de la culture. Et on a maintenant ce qu'on appelle un soin étude. Et dans ce contexte-là, moi je reçois beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui sont dans un rapport de marge dans le lien social. Je vois ceux qui sont présentés, parlés comme étant RSA. Alors c'est pas revenu de solidarité active, c'est refus scolaire anxieux. On a bien joué quand on a trouvé ce terme-là. Et souvent, ces adolescents-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en marge du lien social, c'est-à-dire là où ils sont censés être, pour advenir, pour cultiver d'ailleurs des signifiants, cultiver du symbolique, quoi. Qu'est-ce qu'ils font alors qu'ils sont, entre guillemets, enfermés chez eux? Eh bien, ils sont derrière les écrans. Ils sont tous et toutes derrière, avec leur smartphone, une tablette, une télévision, un ordinateur, une console, en train de vivre quelque chose, souvent par écran interposé. Je fais une généralité pour arrêter si je peux. Et dans ce cadre-là, ces adolescents qui arrivent, ils sont vraiment dans une forme d'impasse à se représenter eux-mêmes. Et ils investissent ces espaces numériques comme des espaces, c'est un peu ambigu, comme potentiels pour se subjectiver, mais finalement où ça patine. Ils sont vraiment dans des lieux où ils n'arrivent pas à traverser ce fameux passage pour aller vers le continent adulte.
Et donc, ils s'abreuvent, ils sont dépassés par notamment des consommations d'images. Et donc, quand je vous dis ça, je pense à quelqu'un en particulier, je ne vais pas tourner trop autour du pot. Je voudrais vous raconter l'histoire très rapidement de Manon. Manon, c'est une adolescente de 14 ans que j'ai reçue sur orientation de son médecin pédopsychiatre. C'est une adolescente que j'ai commencé à recevoir à peu près 6 mois après le déconfinement, c'est-à-dire qu'on était l'année d'après. Cette adolescente, elle vient, elle m'est présentée, elle est parlée par les collègues comme en marge. On ne peut rien faire pour elle. Elle ne sort pas. Elle est constamment chez elle. Et vous savez, il y a des termes souvent médicaux qu'on emploie, c'est un peu une langue, un peu un jargon. On dit c'est de la clinophilie. C'est-à-dire qu'elle est sans arrêt toute la journée allongée et elle regarde le plafond ou de temps en temps un écran. Ou elle passe son temps quand elle est sur l'écran à scroller. Vous savez, quand on scrolle, et en l'occurrence elle scrollait sur YouTube, elle regardait les shorts. Les shorts, il y avait tout, TikTok, les informations, les images trash, tout ce que vous voulez. Et en fait, elle passait sa journée à regarder ça, mais elle ne parlait plus, elle ne mangeait quasiment plus, elle ne sortait quasiment plus. Dans un environnement familial qui était très clos, très déprimé, un papa adolescent, c'est-à-dire quelqu'un qui était très dans une forme d'immaturité dans sa position d'adulte, et une maman très déprimée. Cette jeune, elle m'est présentée comme ça, et les gens me disent « on ne sait pas quoi faire, il faut que tu la reçoives ». C'est comme ça que je travaille dans mon service. Moi, j'accueille les jeunes avec leur culture, ou avec la culture, et en l'occurrence avec elle, je l'ai accueilli avec des dispositifs d'image qu'on appelle les jeux vidéo. Moi, les jeux vidéo, je les pense avec une déclinaison, alors ça fait très lacanien, du jeu vidéo, le terme commun, mais aussi le jeu, J-E, vidéo. C'est-à-dire qu'on peut mettre quelque chose en scène de soi, qu'on pourra dire, et vous savez que quand on parle, on se subjective, ce qu'elle ne fait plus. Il y a le jeu vidéo, c'est-à-dire de vivre la vie d'en haut. C'est un moment aussi où on peut se projeter, avoir une autre forme d'expérience. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec elle. On a traversé une multitude de jeux, notamment en coopération, des jeux magnifiques. Never Alone, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, qui reprend en fait la mythologie inuit. On a joué à It Takes Two, qui est un peu le blockbuster du jeu vidéo, qui raconte l'histoire de parents qui se séparent mais qui n'assument pas du tout leur désir, et en fait c'est leur fille qui souffre de ça. Et on a terminé par le jeu, qui me semble être une boucle très intéressante pour parler de ce qu'on fait aujourd'hui. Un jeu formidable, dont j'ai pu contribuer à un article dans Le Monde il y a quelques semaines, qui s'appelle Life is Strange. Le premier jeu Life is Strange, qui est très intéressant. Life is Strange, c'est pas n'importe quel jeu. C'est un jeu qui a été fait par Dotnote, c'est une boîte française, qui est très inspirée, pétrie de culture cinématographique, mais aussi littéraire. Il y a des références un peu en easter egg à l'attracteur de Salinger. Pour celles et ceux qui l'auront vu, ça n'échappera pas au fait que la dimension du psy est très présente dans cette histoire, notamment des rangs adolescents. Mais c'est surtout un jeu où on va suivre quelqu'un au moment de son adultité qui se découvre un pouvoir. C'est celui de remonter dans le temps. Et donc de faire des choix en connaissance de cause. Ce jeu, il est extraordinaire et il reprend en l'occurrence toutes les trames que je vous ai évoquées tout à l'heure, toutes les trames narratives des énigmes d'adolescence. La transformation corporelle, l'autre sexuel, l'origine et la transmission et la mort. Et il le fait dans ce passage très singulier et assumé de l'Internet 2.0, l'avènement en fait, si vous voulez, de Facebook, des réseaux sociaux, mais aussi d'une question de ce que c'est que d'advenir dans ce monde-là. Et l'image en métonymie, si vous voulez, de ce jeu vidéo, c'est Maxine, l'héroïne, qui va devoir sauver quelque chose de ce monde infantile. Elle se prend en photo avec des polaroïds. Elle fait un selfie avec un polaroid. Et c'est très intéressant d'interroger cette métaphore-là à l'aune du tout numérique. C'est comment, en fait, les jeunes ils s'approprient ces cultures-là, et comme ça a été dit un peu tout à l'heure, en déconstruisant un certain rapport au temps pour s'approprier, selon eux, du symbolique pour traverser leur adolescence à l'aune des mondes contemporains numériques. Et donc c'est ce que je fais avec les jeunes au Centre Horace, c'est pas des fous derrière un écran. C'est comment on peut accompagner leur capacité à parler, prendre du plaisir, retrouver un plaisir de la vie, et se subjectiver, et souvent ça passe par un tiers de l'image, et je conclue avec cette idée-là, ce tiers de l'image, vous savez que quand vous allez voir un psy, quand on est étudiant, on faisait des soirées, on disait « Ah, tu fais psycho, ah, tu vas m'analyser ». Et le regard est très présent dans cette affaire. Quand on fait une médiation avec un écran de télévision, l'écran, c'est pas qu'il vient faire écran, c'est qu'on est rivés tous les deux au même endroit et on partage une expérience. On détourne les enjeux du regard
pour offrir une nouvelle appropriation symbolique qui relance la machine à désirer chez les jeunes. Et donc la médiation culturelle, en passant par les images, elle a des effets tout à fait intéressants quand elle est accompagnée par des adultes qui se posent la question de ce qu'ils foutent là, de leur place dans ce dispositif-là. Il me semble que c'est l'enjeu fondamental de ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire comment accompagner les jeunes dans un monde d'images. Mais il va falloir qu'on fasse notre révolution copernicienne et qu'on se pose la question de comment nous on parle ces images-là, quelles fonctions elles ont pour nous en tant qu'adultes, mais quelles fonctions elles peuvent avoir en dialectique pour ces jeunes qui sont encore dans le processus de migration psychique vers le continent de l'adulte. Je vais revenir vers vous, Mathilde Salé, parce que ça a été évoqué. Comment un jeune, seul, donc face à son écran, parce que c'est ce que vous dites, il passe quand même beaucoup de temps seul face aux écrans, et notamment à l'adolescence, c'est un moment où ils sont très consommateurs d'images sur différents écrans. Comment peut-il trier le vrai du faux d'une image, et notamment quand on sait que les algorithmes favorisent les images, la remontée des images trash, favorisant aussi finalement des images très sensationnalistes où on perd la notion d'information, et c'est des images qui communiquent avant tout, faisant référence à ces chambres d'écho, qui sont des chambres d'écho et des bulles d'enfermement dans lesquelles parfois c'est compliqué de les faire sortir. Donc voilà, un petit peu votre point de vue et vos expériences par rapport à ça. Voilà. C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression de répondre à côté de la tête, parce que je réponds pour l'intégralité de la population et pas que pour les jeunes à chaque fois, mais parce que je pense que ce type de question, par exemple, se pose pour l'intégralité de la population et pas que pour les jeunes. Comment trier le vrai du faux à l'heure actuelle dans notre espace numérique. Je pense que pour nous, médias, on est à un moment critique où, si on est malin, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut aussi qu'on trouve des financements, abonnez-vous aux médias. On arrivera peut-être à retisser petit à petit un rapport de confiance avec la population, parce que c'est tellement justement le bazar des informations, on ne sait plus si elles sont vraies, si elles sont fausses, etc., qu'il va falloir aller se chercher des phares dans la foultitude de contenus. Les jeunes peuvent, comme les plus vieux, aller vers les médias. Là, c'était pour le moment prêcher pour sa paroisse. Ils peuvent aussi, et je pense que c'est ce qu'ils font beaucoup, en fait, ils se cherchent des relais de confiance. Donc, souvent, ça va être des influenceurs, ça peut aussi être dans leurs espaces de réunion, dans les groupes fermés, où là, ils discutent, ils échangent, etc. Et du coup, c'est d'autant plus nécessaire de leur donner tous ces outils d'esprit critique, ou de les pousser à poser des questions sur ce qu'ils s'échangent les uns les autres, parce que souvent ça peut être aussi l'esprit de groupe qui fait qu'on va plus ou moins questionner un contenu qui est en train de circuler. Pour revenir sur les questions de cyberviolence par exemple, tant que ça reste banalisé, tant qu'il n'y a personne qui dit mais cette image, qu'est-ce qui l'a produite, pourquoi, est-ce que tu te rends compte que ça fait du mal à quelqu'un, si personne ne le dit, elle va continuer de circuler, voire elle va circuler encore plus loin. Alors que si on se met à pousser l'esprit critique et le fait que les gens disent mais attends, il faut absolument arrêter de faire circuler cette image, tu te rends bien compte que ça va pas, etc., on peut aussi participer en fait, à assainir du coup les relations humaines, les espaces d'échange, et c'est exactement pareil pour l'information. Si la dimension satirique d'une image faite à l'IA est perçue, arrivons ensemble, pas de problème. Si en revanche la vidéo de Donald Trump est passée en mode oh là là, tu te rends compte, Trump va faire un truc de tourisme à Gaza, etc., et on a besoin qu'il y ait au moins un jeune dans le groupe qui soit là, genre attendez, regardez la tête des images, elles n'ont pas l'air d'être faites avec de la vidéo classique, c'est visiblement l'intelligence artificielle générative, et donc à partir de là, d'engager la discussion. En fait, la meilleure manière de se prémunir contre la fausse information, ça reste malheureusement, ou très heureusement, en fait, on retrouve tout ce qui était en train de se dire, ça reste la discussion, ça reste le fait d'échanger des idées et oui, c'est ça, de tester auprès d'autres si ce qu'on pense vrai l'est vraiment, si ça tient le débat, et du coup ensuite toutes les choses qui sont enseignées à l'école, mais que les parents aussi peuvent repousser, que tous les adultes autour peuvent repousser, les logiques de base de la réflexion scientifique, quelles sont tes sources, d'où vient, et même contextuel, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure.
il faut qu'on leur enseigne et qu'on arrive à faire que ça devienne un réflexe. Mais encore une fois, vu le cadrage d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on propose pour les jeunes, mais dans beaucoup de cas, c'est aussi des choses qu'on a besoin de continuer de cultiver très très fort dans le public au sens large. Merci. Toujours pour rebondir, on sait que ceux qui sont le plus sensibles, je dirais, aux théories complotistes, etc., c'est pas forcément les jeunes, et des relais, excusez-moi pour les seniors, mais voilà, c'est beaucoup aussi les seniors. Donc comment les seniors peuvent accompagner cela, enfin voilà, les adultes, si eux-mêmes ne sont pas éduqués aux images? Ça, c'est une vraie question, je pense, qui va être posée. C'est-à-dire que l'EMI, elle est indispensable, hein, mais elle se fait à chaque étape de la vie parce que les technologies évoluent très vite. Et est-ce que, parce que vous parlez, vous, d'un technoféminisme, voilà, c'est aussi ces nouvelles représentations, ces nouveaux rapports à l'image qu'on peut avoir en fonction d'histoires générationnelles différentes. Je voulais savoir un petit peu ce que vous mettiez derrière ce terme. Technoféminisme, d'abord j'ai trouvé que c'était un très bon titre pour un livre, donc voilà. Accessoirement, je pense que c'est cultiver un rapport à la technologie qui vise à l'inclusion, qui réfléchisse depuis le début, depuis la conception, depuis qu'on constitue les équipes qui vont construire les outils numériques qu'on utilise au quotidien, et puis ensuite au fur et à mesure de la durée de vie des outils numériques, qui veillent à ce que les outils ne soient pas utilisés au détriment de certaines parties de la population, comme ça a été le cas et ça l'est encore sur les réseaux sociaux. Parce que par exemple, un exemple que j'aime bien prendre, c'est Twitter. Depuis le début, donc je vous disais tout à l'heure que les affaires de harcèlement, on les connaît depuis très longtemps, même à l'époque des forums, il y avait du cyberharcèlement. Et quand on a lancé les réseaux sociaux, Facebook, puis Twitter, puis les autres, etc., il y avait déjà des alertes sur le fait qu'il y avait des cyberviolences. Donc Twitter, ils ont mis 7 ans avant de mettre en place leur première fonctionnalité visant à aider les personnes victimes de cyberharcèlement. C'était la première fonction de signalement ou quelque chose de ce type. Un monde qui serait technoféministe, c'est un monde qui n'attendrait pas 7 ans pour déployer ce type de technique, mais qui au contraire, dès la fabrication de l'outil numérique, veillerait à ce qu'il y ait des moyens d'alerte si jamais il y a un problème, à ce que la technologie ne soit pas retournée contre certains utilisateurs, certaines utilisatrices, etc. Ça recroise plein de réflexions technocritiques dans d'autres courants. Et après, sur un cas assez spécifique sur ce dont on parle aujourd'hui, surtout encore une fois avec l'actualité, on s'inquiète de ce qui se passe aux États-Unis. Or, l'immense majorité de nos outils numériques viennent des États-Unis, que faire, comment faire, etc. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important aussi pour enseigner le rapport aux images, mais le rapport au numérique en général. Ça veut réussir à enseigner la protection de sa vie privée, la protection de ses limites et ce qu'on chérit qu'on ne veut pas partager trop en ligne. Donc moi, quand je parle d'éducation aux médias, je parle assez vite en fait de cybersécurité, qui est un terme qui peut paraître technique, lié aux entreprises, etc. Mais en fait, protection de la vie privée et cybersécurité, c'est plus ou moins la même chose, en tout cas pour le premier réflexe. Et je pense que c'est des choses qui ont besoin d'être partagées beaucoup plus largement et qui mériteraient notamment d'être beaucoup plus poussées vers les jeunes filles. Pourquoi je dis elles spécifiquement? Parce que c'est celles qui sont les plus difficiles à intéresser au numérique quand on regarde des cursus en école, malheureusement. Parce que c'est aussi elles qui sont, on le disait tout à l'heure, parmi les personnes les plus visées par les violences en ligne. Alors que si elles arrivaient si elles avaient les bons réflexes de sécurité, parfois ça pourrait les aider, parfois ça pourrait freiner certaines mécaniques de diffusion, notamment des images pornographiques. Alors j'avais une question pour vous, Arnaud. Vous avez beaucoup parlé dans la thérapie, notamment l'exemple de la jeune fille dont vous avez parlé, de l'importance des images de fiction. André Gutter l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Or, on voit qu'aujourd'hui, entre images d'archives, images d'actualité, images de fiction, les frontières se brouillent. Donc je voulais savoir si vous, dans le travail que vous faites avec les adolescents autour de l'image, est-ce que pour eux, ces frontières sont claires, ou est-ce que pour eux, finalement, c'est un continuum où l'image réelle, à partir du moment où on est dans une représentation, c'est pas vraiment ce qui est le plus important aujourd'hui? C'est une question qui est compliquée.
D'autant plus si on joue avec les mots et les référents. Nos amis linguistes aussi, qui évoquent des fois le réel comme l'inélaborable, comme le seuil de la folie, etc. Je suis embêté parce que moi, ce dont je peux vous parler, c'est de la clinique, c'est-à-dire vraiment le cas particulier. Donc je me garderais bien de dire de manière générale. Voilà. Par contre, j'aurais une hypothèse à formuler pour dire que l'image, Serge Tisseron avait dit quelque chose, en s'inspirant d'ailleurs la sémiologue, en disant qu'elle avait une fonction contenante. C'est un lieu qui délimite une enveloppe, c'est un lieu qui contient, c'est un lieu d'adresse, mais c'est aussi un espace, et c'est donc un espace dans lequel on peut se perdre, etc. J'insiste sur cette dimension d'enveloppe contenante. Pourquoi ? Parce que moi je rencontre beaucoup d'adolescents qui justement sont très fragilisés par l'image qu'elles ont d'eux-mêmes. On parlait tout à l'heure d'anorexie mentale. J'étais amené à faire effectivement parfois, c'est pas nécessaire, mais des médiations avec le jeu parce que ça maintenait quelque chose de l'unité corporelle. Unité corporelle qui est plus un enjeu notamment dans la dissociation, la psychose, en tout cas qui peut être un passage au moment d'adolescence, et donc ça a une fonction contenante. Donc j'ai jamais trop vu d'adolescents qui confondaient ce que nous on appelle la réalité et les images virtuelles. Par contre, il y a des fantasmes qui sont très corrects. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. L'image, elle vient permettre justement d'ancrer quelque chose, de symboliser, c'est une surface potentielle en fait. Et j'ai plutôt l'impression que chez les jeunes, ils le disent d'ailleurs particulièrement bien, ils savent très bien que c'est pas la réalité. Quelque chose qui est fondamental, je pense que les adultes doivent entendre, ou doivent s'entendre, ou s'écouter quand ils parlent justement des jeunes et du numérique, c'est qu'eux ont complètement intégré l'intérêt du pour de faux. Et j'insiste parce que c'est un des éléments qui est une forme de caractéristique fondamentale de l'adolescence. Ce n'est pas le passage à l'acte, comme on aime à dire, c'est le passage par l'acte avec sa fonction initiatique. C'est bien parce qu'un adolescent, une adolescente va s'autoriser d'elle-même pour faire quelque chose, un premier acte potentiel, qui n'est pas forcément un acte, quand on dit passage à l'acte, on pense à suicide, mais c'est pas ça dont je parle. C'est la première fois. Voilà. Fait que c'est un marqueur qui, comment dire, met l'adolescent ou l'adolescente du côté de la logique d'après-coup. On va pouvoir questionner les choses parce qu'on est passé à l'acte, par l'acte. Et dans les jeux vidéo, ils peuvent notamment contractualiser la possibilité de tuer sans tuer. C'est du pour de faux. Et ils le savent très bien. Par contre, ce qui est interrogé pour nous toujours, c'est pas le fait qu'ils savent que ça, c'est pour de faux. C'est quel fantasme il y a pour eux et elles derrière. Et ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'ils pensent qui tue ? Et c'est ça la fonction pour nous, derrière, qui est vraiment à considérer. C'est bien sûr que c'est pour de faux, mais qu'est-ce que toi, tu es en train d'élaborer derrière ça ? Comme quand on dit, par exemple, je digresse, mais quand on dit, de toute façon, Call of Duty, il n'y a pas d'histoire. Call of Duty, vous savez, c'est le jeu de tir par excellence, toujours un peu le même format, jet américain qui tire. Bon, et quand on écoute les jeunes nous raconter leurs expériences de jeu, ils nous disent complètement autre chose. Ils nous parlent d'un temps passé avec derrière un avatar. Le temps qu'ils ont passé à collecter tel item, telle partie où ils ont vécu ça, telle fois avec tel, etc. Et ça, on l'oublie. Et donc nous, on projette qu'ils vont confondre des choses, et donc ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas plutôt la question des adultes. C'est-à-dire qu'on est quand même à une époque où les jeunes, ils ont grandi. Et en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, ils ont grandi dans ce bain-là, et notamment de représentation, de discours, alors où nous, les adultes, on est dans une rupture anthropologique, comme dit Bernard Stiegler, où on a cette génération qui n'avons pas eu de parents qui ont su produire un discours là-dessus, parce que c'est quelque chose de relativement récent. Donc il y a un marqueur du côté, alors Stiegler, on disait quelque chose de ce supposé savoir chez les jeunes que les plus vieux n'auraient pas. Et donc on va dire, non, ils confondent la réalité, etc. On va dire, attention, c'est pas tant qu'ils confondent la réalité, c'est quels fantasmes sont à l'œuvre derrière quand ils jouent. Et ça, c'est très important. Moi, je pense qu'on doit ramener, je reviens un peu sur le sujet, notre capacité à formuler quelque chose, à dire, à donner, distribuer aux enfants, aux plus jeunes, des mots, des représentations qui vont les aider à comprendre ce qui se passe. Et ça passe par, effectivement, une vraie éducation numérique, un vrai travail de littératie numérique. Et ça commence très tôt, mais ça pose aussi, pas juste les questions de ce qu'on va dire, comment on va le dire, c'est où on le dit. Parce qu'en fait, quand on parle notamment de cyberharcèlement, un sujet qui me touche de près dans mon travail au quotidien, c'est qu'il y a vraiment une logique de continuité entre, j'insiste, l'école et le virtuel. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les jeunes nous disent, je ne veux pas en parler parce que sinon, je vais avoir des ennuis, d'autres vont avoir des ennuis, et parce qu'en fait, ils ne se sentent pas autorisés à le faire, et ils questionnent notamment les angles morts du côté des adultes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles pour les écouter.
et ils sont plutôt à dire non mais c'est pas grave, tu verras bien, etc. C'est ce que les adolescents nous disent, même si c'est pas forcément vrai. Mais ils se vivent comme ça, dans ce décalage-là. Ça, c'est leur réalité. Nous, quand on est en train de se dire est-ce que c'est la réalité, est-ce qu'ils vont vraiment croire à ça, on oublie qu'eux, ils habitent aussi plein de moments. Alors, on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'école, et je suis complètement d'accord avec ça, mais en fait, eux, ils se vivent dans ce décalage générationnel qui est majeur. On dit de toute façon, les adultes ne me comprennent pas. Et donc, moi, je voudrais recentrer la question. C'est bien entendu, posons la question de la différence entre la réalité, le virtuel, il y a un débat qu'on a depuis une quinzaine d'années, et posons-nous la question de cet écart générationnel qui fait que nos discours, des fois, empêchent les jeunes de nous parler, et en l'occurrence, des fantasmes qui sont derrière leur pratique, et c'est ça qu'on doit accompagner pour qu'ils puissent le formuler, le symboliser, parce que dès lors qu'ils ont une capacité à symboliser, ils passent par là. Merci beaucoup.